Sur Internet, on dirait qu'il y a une loi non écrite. Les plateformes sociales naissent, connaissent l'horreur de gloire, et puis, elles disparaissent. C'est presque inévitable. Pourtant, il y en a une qui semble échapper à cette règle, une sorte d'anomalie immortelle. Regardons les faits, c'est assez frappant. D'un côté, on a la durée de vie moyenne d'un réseau social qui tourne autour de 5 à 8 ans. Et de l'autre, il y a YouTube qui file tranquillement vers ses 20 ans. Dans le monde du numérique, c'est une véritable éternité. Alors, forcément, la question se pose. Comment c'est possible? Comment une plateforme peut-elle survivre à des crises qui auraient dû la mettre à terre 10 fois? On parle de procès à 1 milliard de dollars, de boycott massif d'annonceurs, d'une concurrence féroce et permanente. Bon, rentrons dans le vif du sujet. La réponse, ce n'est pas un coup de chance. C'est bien plus profond que ça. Tout est une question d'architecture, de structure interne et d'une culture d'entreprise qu'on pourrait qualifier d'implacable, voire d'obsessionnelle. Pour vraiment comprendre cette longévité hors norme, il faut d'abord regarder ses fondations. YouTube ne tient pas sur un seul pilier, mais sur trois. Trois monopoles, en fait, qui sont tellement liés les uns aux autres qu'ils le rendent quasiment intouchable. Alors, ces trois piliers, quels sont-ils? On a d'abord le monopole technique, qui concerne l'infrastructure pure et dure, ensuite le monopole économique, qui a carrément créé une industrie, et pour finir, peut-être le plus puissant de tous, le monopole générationnel. Voyons ce que ça veut dire concrètement. D'abord, le monopole technique. C'est simple, c'est la seule plateforme vidéo qui fonctionne parfaitement partout. Sur la grande télé du salon, sur le smartphone dans les transports, sur l'ordinateur au bureau. Elle centralise absolument tout. Les infos, la musique, les tutoriels, le divertissement. YouTube n'est plus vraiment un choix, c'est devenu un réflexe. Deuxième pilier, le monopole économique. Et là, c'est clé. YouTube n'est pas juste un site web, c'est une véritable économie. Un créateur qui gagne bien sa vie sur la plateforme ne peut tout simplement pas se permettre de partir. Le risque financier est beaucoup trop grand. Et ça crée tout un écosystème d'emplois autour, monteurs, agents, etc., qui ancrent la plateforme dans le monde réel. Imaginez le séisme si ça fermait demain. Et là, on arrive au vrai tour de force, le monopole générationnel. Pensez-y, c'est la seule et unique plateforme où cohabitent 3, voire 4 générations distinctes. Les boomers qui l'utilisent pour remplacer la télé traditionnelle, les millennials qui s'informent et se divertissent, et la génération Z pour qui c'est souvent le premier contact avec la vidéo. Pour un concurrent, essayer de déloger ces 3 publics en même temps, c'est mission impossible. Mais avoir une structure solide, c'est une chose. Ce qui rend YouTube vraiment unique, c'est sa capacité non pas à juste survivre aux crises, mais à s'en servir pour devenir encore plus puissant. Chaque crise est une opportunité. Cette frise chronologique est très parlante. Prenons 2006, menacé par un procès gigantesque de Viacom, YouTube ne se bat pas, il innove. Il crée Content ID et transforme ses pires ennemis en partenaires. Flash forward en 2017, la fameuse Adpocalypse. Les annonceurs fuient. La réponse? Des règles plus strictes, ce qui a pour effet de professionnaliser les créateurs. En 2019, une amende record pour la protection des enfants force la création de YouTube Kids. Et en 2020, la crise du Covid pousse la plateforme à mettre en avant les sources fiables, renforçant sa crédibilité. À chaque fois, le coup qui aurait dû être fatal l'a rendu plus fort. Et ça nous amène à cette idée vraiment forte. Cette immortalité, elle n'est pas accidentelle. Elle est voulue, elle est par conception. Chaque menace a été analysée et transformée en une occasion de consolider la structure. C'est une stratégie de résilience qui est absolument fascinante. D'accord, mais comment ces décisions stratégiques, souvent brillantes, sont-elles prises? Ce n'est pas de l'intuition ou de la magie. Derrière tout ça, il y a une arme secrète, une culture d'ingénieurs complètement obsédés par les données. Contrairement à d'autres plateformes qui imposent des changements brutaux du jour au lendemain, le processus chez YouTube est méthodique, presque scientifique. D'abord, des tests secrets sur des petits groupes. Ensuite, on passe à la fameuse phase des 1%, où une nouvelle fonction est déployée sur un échantillon significatif. Et enfin, le verdict des données. Si les chiffres, temps de visionnage, satisfaction ne sont pas excellents, le projet est tout simplement abandonné. Il n'y a pas de place pour les... Mais attention, il faut bien comprendre l'échelle. Ce fameux 1%, ce n'est pas un petit groupe de testeurs. Ça représente plus de 20 millions de personnes. Imaginez la puissance et la fiabilité statistique que ça leur donne avant de déployer quoi que ce soit au monde entier. La donnée a toujours le dernier mot. L'exemple parfait de cette culture, ce sont les shorts. YouTube testait déjà ce format en Inde, bien avant que TikTok ne devienne le phénomène mondial qu'on connaît. Ils n'ont pas réagi dans la panique, ils ont suivi leurs données, patiemment. Et quand le marché a été mûr, leurs produits étaient déjà testés, optimisés et prêts à être déployés massivement.
Bon, on a vu la structure, la résilience, la culture, mais qu'est-ce qui attend YouTube? Quelle est la prochaine grande menace? On pense bien sûr à l'intelligence artificielle, et au-delà de ça, quelle grande leçon peut-on tirer de cette histoire? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que cette capacité nouvelle de l'IA à générer des vidéos à l'infini va finalement noyer la plateforme sous un déluge de contenu et la rendre obsolète? Eh bien, la réponse est complètement contre-intuitive. Plus il y aura de contenu généré par IA, plus il y aura de bruit, et plus on aura besoin d'un filtre ultra performant pour trouver ce qui est vraiment intéressant. Et quel est le meilleur filtre au monde, entraîné par presque 20 ans de préférence humaine? C'est l'algorithme de YouTube. Paradoxalement, l'IA pourrait le rendre encore plus puissant et indispensable. Le point vraiment crucial à comprendre, c'est celui-là. L'algorithme est agnostique. Il se fiche de savoir si une vidéo a été faite par un humain ou par une IA. Sa seule et unique question, c'est est-ce que cette vidéo capte l'attention des gens et génère de la satisfaction? Si une IA crée du contenu que les gens adorent, YouTube le mettra en avant. Sinon, il l'ignorera, comme il ignore déjà 99% des vidéos qui sont mises en ligne chaque jour. Alors, si on prend un peu de hauteur, quelle est la première grande leçon à retenir de cette histoire? Elle est presque philosophique. Pour construire quelque chose qui dure vraiment, il faut créer un écosystème où les autres peuvent aussi prospérer. C'est tout le secret de l'économie des créateurs. C'est cette idée qu'on ne protège bien que ce qui nous nourrit en retour. Et la deuxième leçon, c'est une leçon de méthode. C'est l'humilité radicale. Ça veut dire être prêt à abandonner ses propres idées, même celles qu'on adore, si les données, si la réalité nous prouve qu'on a tort. C'est la culture du test permanent contre l'idéologie. C'est être capable de jeter un projet à la poubelle si 20 millions de personnes disent non avec leur clic. Au final, cette analyse nous laisse avec une question fondamentale. Pour bâtir une entreprise, une institution ou même un projet personnel qui traverse le temps, la clé n'est peut-être pas d'être le plus fort à un instant T. C'est peut-être de devenir indispensable à la réussite des autres, tout en ayant l'humilité d'accepter de changer constamment face à la réalité.